Un soir d'été, dans une commune du sud de la France, près d'Aix-en-Provence, je suis sorti avec un ami pour aller dans un grand bâtiment qui a brûlé il y a de ça plus de 10 ans maintenant. J'avais 16 ans. On fumait là-bas régulièrement. C'était notre endroit où on allait car on était toujours tranquille, personne ne passait ou venait ici. Il était 1 ou 2 heures du matin, on comptait rester plusieurs heures. En général, on y restait toute la nuit. Au bout d'environ 30 minutes, des hurlements ont commencé à résonner. Pas le genre de cri qu'on fait en criant genre non, c'était des hurlements de douleur, de panique, d'agonie. Les premières minutes, on a pensé à une blague, on criait aussi pour essayer d'interpeller les personnes. Mais au bout de 5 minutes, voyant que les cris ne s'arrêtaient pas, on a fini par prendre ça vraiment au sérieux. Ce qui m'a marqué, c'est leur irrégularité. Au début, on pensait à une enceinte qui diffusait en boucle pour nous faire peur, mais on a constaté que les cris changeaient d'intensité, pas comme un enregistrement qui repasse en boucle. On entendait parfois même les échos. Ça s'arrêtait pendant 30-40 secondes, puis reprenait encore. On a fini par se casser, car la peur a pris le dessus. Après être arrivé à la sortie de la forêt où se trouvait le bâtiment, les cris étaient encore plus proches de nous. Je vous laisse imaginer la terreur de la situation. Panique totale. Je n'ai pas eu la force d'aller voir ou même d'appeler la police, refusant d'accepter que ça pouvait être autre chose qu'une blague. J'ai vérifié en rentrant les cris d'animaux en comparant des vidéos à ce que j'avais entendu. Résultat, c'était bien humain, c'était certain. Même maintenant, des années après, je vérifie souvent s'il y a des disparitions ou découvertes inquiétantes. Peut-être pour me rassurer, quelqu'un a souffert ce soir-là, que ça soit l'œuvre d'un taré ou simplement une personne en situation de démence perdue, en panique dans la forêt. Je suis persuadé qu'il s'est passé quelque chose de grave ce soir-là. Un ami, quelques mois après cette nuit, s'est fait poursuivre exactement au même endroit. Une chose est sûre, c'était pas une blague, et c'était bien réel. Il nous avait juste pas vus. Faites attention à vous quand vous voulez être seul et isolé, car si vous criez, personne ne vous entendra. Je m'appelle Lina, j'ai 27 ans. Je travaille dans une agence de communication. Je gère des comptes pro, Instagram ou TikTok. Je passe mes journées à analyser des stats, des tendances, des vidéos. Je pensais tout connaître des réseaux. Je pensais comprendre comment ils fonctionnaient. Jusqu'au jour où un compte s'est abonné. Pseudo, @toi quand tu dors. Photo de profil, une silhouette floue, comme prise dans le noir. Au début, j'ai cru à un robot, comme il y en a énormément. Mais le compte ne suivait que moi, juste moi. Il avait déjà liké toutes mes photos, les plus anciennes à celles de maintenant. J'ai vérifié et même celles que j'avais archivées. Le soir même, je reçois un DM, un message privé de lui. Tu devrais fermer ta fenêtre. Il fait froid ce soir. Oh putain, je suis restée figée. Et ma fenêtre était bel et bien ouverte. J'ai répondu un peu sèche. Qui êtes-vous ? Il a répondu instantanément. Tu ne devrais pas poser des questions où tu n'aimeras pas les réponses, petite sotte. J'ai bloqué le compte, évidemment, et je suis passée à autre chose, me disant que c'était sûrement une blague ou un gamin. Mais le lendemain matin, il était de retour. Même pseudo, même photo, même nombre d'abonnés, c'est-à-dire moi. Et encore un message. Cette fois, il était plus long. T'as rêvé quelqu'un qui t'appelait? Tu n'as pas répondu. C'est bien. J'ai senti un frisson me traverser. Personne ne savait pour mes insomnies, mais ce rêve, je ne m'en souvenais même pas clairement. Je suis rentrée dans une paranoïa. J'ai vérifié toute ma chambre, placard, sous le lit, la fenêtre, rien. Mais le malaise restait. Le soir suivant, je reçois une notification. À toi, quand tu dors, a commencé un live. Je n'ai pas cliqué, évidemment que non. Mais la notification est revenue.
Encore, encore et encore. J'ai fini par céder. C'était plus fort que moi. L'écran s'est ouvert et là, j'ai vu ma chambre, en direct, vue depuis un angle que je ne connais même pas. J'ai bondi du lit, j'ai fouillé partout, rien. Le live continuait. Je voyais ma propre silhouette bouger, paniquer, en direct. J'ai coupé le live, c'est trop pour moi. J'ai débranché le Wi-Fi, j'ai éteint mon téléphone. Mais le live continuait sur mon écran noir, comme si le téléphone n'avait jamais été éteint. En panique totale, je passe par derrière chez moi, je m'enfuis voir une amie. Je lui sors une excuse pour rester loin de ma maison et me couche dans son canapé. Le lendemain, je vais au travail. Arrivé au bureau, mon collègue Mathis m'a regardé bizarrement. Salut, tu vas bien? T'as fait un live chelou hier, t'étais vraiment bizarre. Quoi? Mais attends, j'ai rien posté, je fais jamais de live, tu le sais. Bah c'était toi, ton visage, ta voix, ton compte. T'es sérieuse là? Mais tu parlais pas comme d'habitude? Je me suis figée. Qu'est-ce que je disais? Mathis m'a répondu mal à l'aise. Je sais pas, tu répétais un truc du genre je suis la même quand je ne suis pas là. Et tu souriais, mais pas ton sourire normal. T'étais trop chelou. Je n'ai rien répondu. Je savais même pas quoi dire. Je n'avais rien posté, rien filmé, rien dit. Qu'est-ce qui m'arrive? Merde, qui faisait ça? Le soir, j'ai reçu un nouveau DM et direct après, un message vocal. Je n'ai pas voulu l'écouter. Mais la curiosité, la peur, tout s'est mélangé. J'ai appuyé. C'était ma voix, mais différente. Tu devrais arrêter de dire que ce n'est pas toi. C'est toi, petite menteuse. C'est toujours toi. Même quand tu dors, quand tu crois que tu ne parles pas, tu parles. Tu parles beaucoup d'ailleurs. On va bien s'amuser, tu verras. J'ai lâché le téléphone. J'ai senti mes mains trembler. Je voulais supprimer mon compte, tout effacer, disparaître. Mais quand j'ai essayé, un message est apparu. Action impossible. J'ai rafraîchi la page. Mon profil avait changé. Ma biographie, ma photo, mes stories. Tout avait été remplacé par une photo avec une phrase unique. « Je suis là ». Puis une autre notification. J'ai cliqué. C'était une photo de moi, endormie, la bouche entrouverte. Mais c'était pas ça le pire. Le pire, c'était la légende. Elle va bientôt partir. Trop, c'est trop. J'ai décidé d'appeler la police. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro. Avant même que ça sonne, quelqu'un a décroché. Tu n'as pas besoin d'aide. Je suis déjà là. Tout va s'arranger. J'ai raccroché. J'ai jeté le téléphone au sol. Il a vibré. Un nouveau message. Tu peux casser ton téléphone, tu peux fermer les rideaux, tu peux changer le mot de passe, mais tu ne peux pas me fuir. C'est fini pour toi, salope. Puis j'ai reçu encore un autre message. Regarde derrière toi, je vais te montrer quelque chose. J'ai envie de te faire du mal. Retourne-toi. Viens voir que je te crève. Je me suis pas retournée. J'avais bien trop peur. Je sais qu'elle attend que ça, que je me retourne. Depuis ce jour, j'ai arrêté les réseaux. Mais tous les soirs, je sens une présence chez moi. Et parfois, je vois de la lumière qui provient d'en dessous de la porte. Je sais qu'elle est là et qu'elle attend juste que je la regarde pour enfin finir ce qu'elle a commencé. Elle veut prendre ma place, ma vie. Elle veut me remplacer. Une séance de spiritisme. Je raconte cette histoire sous anonymat. Enfin, je crois. Parce que je ne suis plus sûre de tout aujourd'hui. J'ai 16 ans. Ou peut-être que non. Je dis ça parce que c'est l'âge que j'avais à ce moment-là. J'ai toujours eu une bonne mémoire en principe. Sauf quand je suis stressée. Ou quand je mens sans m'en rendre compte. Enfin, bref.
Je décide de faire du spiritisme parce que ça m'attire. Pas par curiosité. Je sais que le spiritisme est dangereux. C'est justement pour ça que je le fais. Un samedi soir, on est là, des potes et moi, assis autour d'une table dans une chambre. La planche de Ouija est posée devant nous. Une bougie tremble. Le verre est légèrement ébréché. Je me dis que ce n'est rien. Mais je n'arrête pas de le sentir sous mon doigt. On éteint la lumière. On commence. Je pense très fort à ma grand-mère maternelle. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je sais qu'elle ne peut pas refuser. Je prie intérieurement pour que ce soit elle qui nous réponde. Un silence gênant. Personne ne parle. Le verre commence à bouger, lentement. Il trace les lettres. Un frisson me traverse. Mais je ressens surtout une excitation. Ça fonctionne. Je souris. Je fais semblant d'être calme. J'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose d'interdit. Je lui parle comme si elle était encore vivante. Je pose des questions. Je lui demande « Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu es heureuse ? Tu es fière de moi ? Est-ce que tu me vois ? » À chaque question, le verre glisse calmement vers oui. Je sens quelque chose se nouer dans mon ventre, mais je continue. C'est là que ça devient étrange. Je commence à sentir une odeur. Faible, une odeur de renfermé, la même qu'il y avait chez ma grand-mère quand elle est décédée. Je demande si je peux raconter tout ça à ma mère. Un silence très stressant s'en est suivi. Personne ne parle, on se regarde. C'est comme si on venait de poser une question interdite. Une question qu'on n'aurait jamais dû poser. Le verre s'est mis à partir violemment vers le non. Il claque presque contre la planche. Il tremble sous mes doigts. Puis il revient encore sur non. Encore, encore et encore. Il insistait. Mon cœur s'emballe. Je me sens mal. Angoissée. Je demande. De quoi veux-tu me parler ? À cet instant précis, la bougie s'éteint. Pas doucement ni progressivement. Elle s'éteint comme si quelqu'un avait soufflé dessus. D'un seul coup. Le noir est total. Hystérique et paniqué. On rallume la lumière. La chambre redevient normale. La planche est immobile, le verre aussi. Mais quelque chose a changé. On décide d'arrêter. On n'ose même plus toucher la planche, ni même la table. On se promet de ne plus jamais en parler. Comme si ce n'était jamais arrivé. Cette nuit-là, je dormais chez une amie. J'étais épuisée, mais je faisais que de me réveiller encore et encore. Persuadée de ne pas être seule. Avec cette sensation d'être observée. Et cette certitude qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Et vu une forme au pied du lit. Debout, immobile, ma grand-mère. Elle me regardait, ne souriait pas. Elle attendait là, me fixant pendant un temps interminable, comme si elle attendait quelque chose. Je voulais fermer les yeux, mais j'avais peur que si je les ferme, elle se rapproche. Elle sentait cette odeur, la même que pendant la séance. Une odeur de renfermé, de linge, ancien. J'ai honte de penser ça, mais ça sentait la mort. Le lendemain matin, je me réveille. Je regarde mon téléphone. Appel manqué de ma mère et un SMS. Je t'appelle, mais j'arrive pas à t'avoir. Ta tante est décédée cette nuit. Je suis désolée, je suis dévastée. Tout allait si bien. Je reste longtemps assise avec mon téléphone. Je relis le message plusieurs fois. Je me dis que c'est une coïncidence. Je me force à y croire. Mais quelque chose ne colle pas. Je repense au nom, à l'insistance, à la question que j'ai posée, à celle que je n'ai pas posée. Et si elle n'était pas venue pour me rassurer ? Maintenant, je ne suis plus certaine que le verre se soit arrêté tout seul. Je me rappelle une sensation dans mon bras, une tension, comme si quelqu'un me guidait. Mais ce quelqu'un pouvait très bien être moi. J'étais concentrée, trop concentrée. J'avais envie qu'il se passe quelque chose. Depuis, je fais parfois le même rêve, ou la même hallucination. Je ne sais plus. Ma grand-mère est là. Elle ne parle toujours pas. Mais cette fois, elle me tend le verre. Ses mains sont froides, humides, et elle attend que je pose la question. Je n'ai jamais refait de spiritisme, mais parfois quand je pose la main sur une table, je sens encore l'odeur revenir. Alors je me demande si ce soir-là, quelqu'un a répondu. C'est peut-être moi qui ai enfin trouvé comment écouter, ou si j'ai simplement trouvé un moyen de laisser sortir quelque chose qui était déjà en moi.
Je vais vous raconter une histoire qui nous est arrivée il y a quelques mois. Je m'appelle Laura, j'ai 22 ans et je vis avec mes parents et mon frère Elias. Avant de commencer, je vais vous expliquer un peu comment est notre immeuble et notre appartement. L'entrée principale, c'est une grande porte noire en métal qu'on ouvre avec un digicode. Ensuite, il y a une deuxième porte, blanche cette fois, qui donne accès à l'intérieur. Entre ces deux portes, il y a les boîtes aux lettres et les interphones pour chaque appartement. Une fois à l'intérieur, avant d'arriver aux escaliers, chaque étage est séparé par une porte en bois. Enfin, il y a les portes des appartements. Les portes en bois des étages ne sont généralement pas verrouillées, elles ont juste des poignées simples. Mais certains voisins préfèrent les fermer à clé pour plus de sécurité. Dans ce cas, seuls eux en ont les clés. Nous partageons notre étage avec une seule autre famille. Ce soir-là, j'étais dans la chambre d'Elias, on discutait tranquillement. Ma mère était allongée dans la chambre parentale et mon père regardait un film dans le salon. Mon père est passé devant notre chambre. On a pensé qu'il s'était endormi et qu'il allait juste rejoindre ma mère. Il avait l'air à moitié réveillé, alors on lui a dit « Bonne nuit papa » et on a continué à discuter. Mais au lieu d'aller se coucher, il est venu s'asseoir près de nous et, avec un air un peu inquiet, il m'a demandé si on avait entendu un bruit. Elias, qui a l'ouïe super fine, lui a demandé si c'était des coups. Mon père a hoché la tête et a dit qu'il pensait que ça venait juste de la télé. Et là, il nous raconte ce qui s'est passé. Pendant qu'il somnolait sur le canapé, il avait entendu des coups venant de l'extérieur. Curieux, il a regardé par la fenêtre et vu une femme qui toquait à la grande porte noire, celle avec le digicode. Il était encore à moitié endormi et a pensé que c'était peut-être une invitée d'un voisin qui n'avait pas le code. Ça arrive parfois. Il est donc descendu à la porte blanche et lui a demandé « Je peux sonner pour qui ?» La femme lui a juste répondu « Venez, venez ». Mon père, intrigué, a entrouvert la porte noire et lui a demandé chez qui elle allait. Elle lui a répondu « Je vais chez l'homme dont la porte est fermée ». Là, il s'est dit qu'elle parlait peut-être d'une des deux familles qui verrouillent leur porte en bois. Il lui a demandé des précisions et elle a ajouté « celui avec la fille ». Le problème, c'est que dans l'immeuble, il n'y a personne qui vit avec juste une fille. Il y a moi, mais dans l'autre famille de notre étage, ils ont 3 garçons et une fille. Mon père a trouvé ça bizarre. Il a refermé la porte et lui a dit qu'il allait vérifier. Il est remonté pour nous raconter ça. On pensait qu'il regardait un film, alors qu'en réalité, il s'était endormi 2 heures sur le canapé. Il n'avait pas réalisé qu'il était déjà si tard. Et puis, il faut savoir que notre résidence est super calme, sans commerce ou magasin autour, et la rue est complètement vide la nuit. À 3 heures du matin, alors que je n'arrivais toujours pas à dormir, j'ai entendu un gros bruit venant du bas de l'immeuble. Le lendemain, un voisin a demandé à mon père s'il avait entendu ce bruit, et on a supposé que c'était juste quelqu'un qui rentrait tard. Par curiosité, on a décidé de vérifier les caméras. Là, on a vu quelque chose d'encore plus étrange. La femme n'était pas seule. Une voiture l'avait déposée devant l'immeuble, puis était repartie aussitôt. Ensuite, elle a toqué, ce qui a réveillé mon père. Une fois qu'il était remonté, elle est restée quelques minutes devant l'immeuble avant de partir. Mais à 3 heures du matin, un voisin qui travaille tard est rentré. Sur les caméras, on voit qu'il lui a ouvert la porte. Elle est entrée, mais elle a redescendu les escaliers presque immédiatement. On ne sait pas qui était cette femme, ni ce qu'elle voulait. Elle n'a rien volé, elle n'a causé aucun dégât. Son visage était flou sur les caméras et on n'a aucune explication à ce comportement. Ce n'était pas un événement grave, mais ça reste super bizarre. Nous sommes 3 à bord de l'ambulance ce jour-là, car on est accompagné par un jeune stagiaire. Le motif d'appel est classique. Une dame a chuté la veille au soir dans sa salle de bain. Une chute de sa hauteur qui ne l'inquiétera pas plus que ça malgré quelques douleurs. Mais voilà, une fois la nuit passée, le réveil est des plus douloureux et elle n'a pas d'autre choix que d'appeler le SAMU en l'absence de médecin. Nous sommes déclenchés à 8 heures pétantes et nous partons donc avec notre stagiaire du jour, 20 minutes de route et nous arrivons près de l'adresse indiquée. On repère la jolie maison qui se situe un peu en retrait de la route. On aperçoit alors une silhouette plantée au milieu de la pelouse. Il s'agit d'un vieillard en robe de chambre qui regarde vers notre direction complètement immobile.
Je lui fais un petit geste lui indiquant qu'on l'a bien vu. « Putain, il va geler, papy !» Je pense qu'il nous a vus. On va aller faire demi-tour, il y a un rond-point au bout. On est en plein hiver et il gèle sans pitié ni pour nos pare-brises ni pour nos mains. La température frôle le négatif et pourtant notre vieillard était bien là, imperturbable. Mes premières pensées sont tout à fait rationnelles. Il n'est en effet pas rare qu'on nous attende avec impatience et le mari de notre patiente voulait sûrement faciliter l'arrivée des secours. Rien d'inhabituel à cela, malgré le temps qui faisait. On est dans le nord, on est rodé. Il ne nous faudra pas plus de 2 minutes pour nous retrouver à nouveau devant la maison, du bon côté de la route cette fois-ci. Je saute de l'ambulance et m'avance vers l'entrée de la propriété. Première surprise, pas de traces de notre papy. En tout cas, pas à l'extérieur. Je remarque une seule entrée sur le côté de la maison, accessible seulement par un escalier en pierre, et il me semble impossible qu'il ait eu le temps de descendre du jardin et de le gravir avant notre arrivée. On échange un regard avec le collègue, et je lui fais remarquer qu'il aurait pu au moins nous attendre. On jette un coup d'œil à la configuration des lieux, aucune maison adjacente, que de belles villas situées en retrait. Il me semble alors extrêmement difficile que l'homme soit sorti de la propriété. Il est donc forcément à l'intérieur avec sa femme. Notre stagiaire se demande un peu de quoi on parle. Resté à l'arrière de l'ambulance pendant le trajet, il n'a absolument rien vu. Je monte les quelques marches et sonne à une épaisse porte en bois aux vitraux colorés. Quelques secondes s'écoulent. Rien. Il est chié le vieux, il aurait pu nous attendre. J'aperçois enfin une silhouette approcher difficilement et je devine qu'il s'agit de notre mamie blessée. Deuxième bug, quand mamie commence à déverrouiller la porte. 3 lourds verrous, en haut, en bas, au milieu. Là, c'est clair que l'homme qu'on a vu n'a pas pu passer par là. Descendre du jardin, monter l'escalier, refermer à triple tour derrière lui. Bizarre. Je ressens pour la première fois un étrange sentiment. L'impression que quelque chose ne va pas. À tel point que mes premières questions, une fois face à notre patiente, seront bien éloignées du médical. Où est l'homme qui nous attendait ? Y a-t-il un autre accès pour rentrer ? La dame me regarde l'air interloqué, croyant même que je parlais de son petit chien resté dans la véranda. Bon, petit instant de flottement, échange de regards un peu ahuris avec le collègue, mais on est quand même là pour bosser. On se met donc en mode bilan. Circonstances de la chute, évaluation de la douleur, antécédents médicaux, recueil des constantes, appel au 15 et go urgence. On reste cependant assez perplexe de la situation et tout en préparant notre gentille mamie à son évacuation, on décide de mener notre petite enquête discrètement, le paranormal commençant à doucement s'immiscer dans nos cerveaux. Vient ensuite l'interrogatoire de la patiente. C'est elle-même qui a appelé, en se réveillant ce matin. Elle vit seule et personne ne passe chez elle à part sa fille de temps en temps. Le 3e bug cérébral arrive quand elle nous déclare qu'elle est veuve. Depuis quelques semaines seulement. Frisson, chair de poule. Je regarde mon binôme qui fait à peu près la même tête que moi. On le décrit de la même manière. Il y avait quelqu'un qui nous attendait ce jour-là. Explication rationnelle, un voisin ou une connaissance contacté par la fille de la patiente afin de s'assurer qu'une ambulance viendrait bien la chercher ? Ou une simple coïncidence, un promeneur matinal qui s'est retrouvé dans le jardin pour d'obscures raisons ? On se rassure comme on peut. Ou alors, un mari protecteur et inquiet pour l'amour de sa vie, revenu quelques instants des royaumes des morts pour s'assurer de sa sécurité ? Le mystère restera entier, même si j'ai ma petite préférence. J'avais 12 ans. À cette époque, moi et ma famille avons un chat. Il ne traînait jamais dehors par peur qu'il se fasse écraser.
Ce soir-là, nous accueillons ma tante avec ses enfants. Comme mon chat est pas trop social, on l'a mis dans le jardin, sachant que c'est un jardin fermé. Vers 20h, il faisait nuit noire. On se dit qu'on va rentrer le chat vu qu'il commence à être tard. On va dans le jardin et on allume la lumière. Rien. On se dit qu'il est peut-être dans l'arbre. On l'appelle, aucune réaction de sa part. Du coup, on commence à s'inquiéter. On se dit qu'il a trouvé un moyen de sortir du jardin. Moi et mon grand frère, nous décidions alors de chercher le chat dans la rue. On a une idée de où il pourrait bien s'être caché, un énorme buisson dans la tour derrière chez nous. Le seul endroit où il a le droit d'aller parce qu'il n'y a pas de voiture. On y va tranquillement. On arrive face au buisson et peu de temps après, on entend un miaulement. On l'appelle pour qu'il vienne vers nous, mais il continue juste à miauler. Moi et mon frère, on part le chercher à travers ce grand buisson. Je commence à regarder tout autour et à l'entrée, mais tout à coup, notre petit cousin nous a appelés. « Attendez, venez !» Je me retourne, je le vois regarder le buisson à l'écart. J'ai trouvé ça bizarre, on reste figé devant le buisson. Le chat continue de miauler. Sauf que là, on se rend compte d'un truc, c'est pas un chat qui miaule. On se regarde, les miaulements continuent. Je commence à avoir une sensation de peur. Mon corps ne veut pas rester une seconde de plus devant ce putain de buisson. Mon frère a commencé à courir. Au moment où il s'est élancé, on l'a tous les deux suivi. Au loin, en me retournant, je vois une silhouette d'homme sortir du buisson. Mon cœur a commencé à battre comme jamais. On est donc revenu à la maison voir nos mères pour les prévenir de ce qu'on a vu. Ma tante est allée voir avec ma mère et mon père dans ce fameux buisson. Dedans, il y avait des mégots. Ils nous ont juste dit que c'était encore une de nos mauvaises blagues. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en a jamais reparlé, sauf avec mon frère et mon cousin. Cet homme savait que notre chat venait ici. Finalement, notre chat était bel et bien dans notre cour. Il est descendu tout seul après notre départ. C'est pour ça que notre petit cousin nous avait rejoints, pour qu'on arrête de le chercher, et heureusement. Aujourd'hui, ma question c'est, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais rentré dans le buisson avec mon frère ce soir-là ?